Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la méthodologie de la fiche d'arrêt en droit qui est un exercice phare de la première année de droit et puis qui va être vraiment la base pour faire après les commentaires d'arrêt, donc c'est important de bien le maîtriser. En plus de ça, il y a pas mal d'étapes, mais une fois qu'on réussit à comprendre comment tout fonctionne, en réalité ça apparaît être très machinal. Personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec cet exercice, là où beaucoup réussissent à comprendre assez rapidement. Comme j'ai pas mal galéré, je vais pouvoir partager un maximum d'astuces, revenir dans les détails et vraiment comprendre comment tout fonctionne. Donc maintenant c'est le moment de partager tout ça. J'espère que ça va aider et on commence. Déjà avant tout, qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt ? On appelle aussi analyse d'arrêt, c'est le premier pas vers le commentaire d'arrêt, c'est l'exercice vraiment de base qui va permettre pour la première fois de regarder un petit peu à quoi ressemble une décision de justice, que ce soit une décision de la cour d'appel, même parfois du premier degré de juridiction, et puis ça peut aussi être très souvent un arrêt de la cour de cassation. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit le raisonnement et ça permet de voir aussi comment est présenté cet arrêt. Il peut faire peur parce qu'il y a du vocabulaire pas forcément complexe, mais il peut y avoir un vocabulaire juridique qui est tourné dans un certain sens. Il va falloir en fait tout retrouver, mais tout est presque sur la fiche. Parfois il manque certaines choses, mais on va revenir dessus juste après. En fait, notre travail, ça va surtout être de démêler un petit peu le tout, et de cette présentation plutôt complexe, réussir à tirer les informations pour les réorganiser derrière. C'est une analyse, voilà. Et donc on va commencer sans plus attendre à présenter les grandes étapes. Donc maintenant je vais vous présenter les grandes étapes de la fiche d'arrêt. Personnellement c'est comme ça que je le faisais. D'autres vous diront de mettre les étapes dans un autre sens. Dans tous les cas, essayez de suivre au possible la méthodologie de la fac qui fluctue énormément en fonction des années. Moi je suis restée sur celle-ci qui a bien fonctionné et que j'aime bien de par le sens qu'elle a. Après à vous de l'adapter, surtout si ça fonctionne mieux pour vous. Dans tous les cas, si on retrouve ces grandes étapes en général, s'ils ne sont pas trop rigides, ça devrait passer. On commence dans tous les cas incontestablement par le thème. En fait c'est une sorte de phrase d'accroche où vous allez commencer avec l'arrêt est relatif à, et puis vous allez inscrire ensuite le fameux thème. Personnellement c'est une étape que je me réservais pour la fin, je préférais voir et avoir analysé tout l'arrêt avant de me concentrer à définir quel était le thème alors que je n'avais pas trop d'idées de ce vers quoi j'allais. Et le piège avec ce fameux thème, c'est qu'il faut être ni trop général, ni trop précis. Donc ça vient avec l'entraînement, je vous invite à regarder pas mal d'annales pour voir un petit peu ce qu'on attend de vous à cette étape-ci. Dans tous les cas, elle ne rapporte pas non plus beaucoup de points, ça n'est qu'une phrase d'accroche, et comme je vous le disais, moi je me la réserve pour la fin, tout comme le problème de droit. Ensuite, on va devoir exposer les faits. Les faits, on les retrouve surtout au premier semestre. Moi, ça m'arrivait au deuxième semestre d'enchaîner directement avec l'étape de la procédure. Pourquoi ? Parce que les faits, en réalité, ne sont pas vraiment importants dans l'analyse d'arrêt. Ce qui compte surtout, c'est de bien comprendre la procédure et la thèse. C'est ça sur quoi la fac veut nous faire réfléchir. Donc les faits, quand on en a, on essaye vraiment de les résumer, de mettre ceux qui sont importants pour comprendre ensuite le raisonnement opéré par les différentes juridictions. Et puis les faits, si on n'en a pas, ou alors très peu, on enchaîne directement avec la procédure et on se prend pas la tête. Avant de parler de la procédure, il me semble essentiel de faire un petit récap sur les juridictions civiles en France. D'abord, on commence avec le premier degré de juridiction. Le premier degré, c'est là où vont se présenter les justiciables lorsqu'il y a un problème et qu'ils veulent se pourvoir en justice, se présenter devant elles. Et donc, à ce moment-là, on va avoir deux personnages importants. On peut avoir le demandeur d'une part et le défendeur de l'autre. Le demandeur, c'est la personne qui va demander à ce que ce procès se tienne et il va assigner le défendeur. Quand je dis demandeur ou défendeur, il peut en réalité y en avoir plusieurs. Le demandeur, ça peut par exemple être un couple, ça peut même être par exemple un groupe de personnes dans une entreprise qui a été lésée. Et le défendeur, c'est la personne qui va devoir se défendre face à elle, dire oui je suis coupable ou alors non je ne suis pas coupable, et à ce moment-là plus d'arguments vont rentrer en compte. Il faut savoir que jusqu'en 2020, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 d'une réforme de 2019 qui a été prévue, on avait encore le tribunal de grande instance, le TGI et le tribunal d'instance qui étaient ce fameux premier degré de juridiction. Mais depuis le 1er janvier 2020 est entré en vigueur enfin le déploiement du tribunal judiciaire. Il est mis en place pour des raisons économiques mais aussi dans le cadre d'une réforme judiciaire. Bref,
Que vous soyez face à un arrêt qui présente le TGI, le TI ou le TJ, vous serez dans tous les cas face à un premier degré de juridiction et ces tribunaux-ci vont s'occuper de rendre un jugement. C'est vraiment le premier degré de juridiction le plus simple et l'affaire peut très bien s'arrêter là, c'est d'ailleurs la majorité du temps ce qui se passe, on s'arrête au premier degré de juridiction, mais notre demandeur ou notre défendeur peut être insatisfait de ce jugement rendu, à juste titre. Un demandeur qui a demandé à ce qu'un défendeur soit condamné, eh bien le défendeur ne peut, tout simplement peut ne pas l'être. Et puis le défendeur aussi peut être incriminé, voilà, il est inculpé, mais il n'est pas condamné selon le demandeur assez justement, assez fermement. Le défendeur à l'inverse, s'il est incriminé, il peut se dire pour moi je suis sanctionné trop lourdement, ou alors s'il se défend de n'avoir rien fait, il est logique qu'on aille devant le deuxième degré de juridiction. Demandable à la fois par le demandeur, par le défendeur ou alors par les deux. Ils peuvent être tous les deux lésés finalement dans leur demande dans ce jugement. On a l'action qui est interjetée appel et en fait ça veut dire qu'on va organiser un deuxième procès qui va se tenir à peu près 1 ou 2 ans après en général. On va devant ce qu'on appelle la cour d'appel parce qu'on fait appel de la décision rendue en première instance et donc là la cour d'appel va s'occuper de rendre un arrêt. On oublie l'histoire de demandeur et de défendeur de la première instance. Cette fois-ci, on va parler de l'appelant et de l'intimé. L'appelant, c'est la personne qui a demandé à ce que l'appel ait lieu. C'est celle qui demande, voilà, j'ai envie de faire appel, je ne suis pas satisfait par cette décision. Et puis l'intimé, c'est celui qui va devoir se défendre. C'est la personne qui va dire, non, je n'ai rien fait, ou alors, oui, je suis coupable, mais voilà. Enfin, ils sont pas d'accord dans tous les cas. Et donc, quelque chose de très important à saisir, c'est que le défendeur, c'est-à-dire celui qui subit le procès en première instance et qui n'avait finalement rien demandé, peut très bien se retrouver être l'appelant lors du deuxième degré de juridiction. Donc on fait toujours bien attention à bien identifier les protagonistes et à quel degré, à quelle échelle ils se situent. Ensuite, on n'a pas en France de troisième degré de juridiction. C'est-à-dire que les seuls qui vont pouvoir juger avec des règles de droit, des règles de procédure, c'est le tribunal judiciaire depuis 2020 et la cour d'appel. Par contre, on peut se pourvoir en cassation. Se pourvoir en cassation, c'est demander à la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France, de vérifier que les 2 premiers degrés de juridiction ont bel et bien appliqué les règles de droit. En fait, quand l'appelant ou l'intimé se pourvoit en cassation, il reproche au juge du fond d'avoir mal jugé, d'avoir utilisé des outils, soit de la mauvaise façon, ou alors de ne pas avoir utilisé les bons. Dans tous les cas, la décision aurait dû être différente selon eux parce que la justice a mal fait son travail. Et donc, notre demandeur au pourvoi va demander à ce que la Cour de cassation analyse la façon dont a jugé les 2 degrés inférieurs à elle. C'est différent du fait de rejuger une affaire, c'est pourquoi on dit que ça n'est pas un 3e degré de juridiction. La Cour de cassation ne s'occupe absolument pas des faits, il est d'ailleurs très rare qu'elle les intègre. En réalité, c'est possible si l'affaire traîne depuis longtemps devant la justice pour faciliter la vie des justiciables, parce que c'est vrai que tous ces procès, ça commence à être long, mais la Cour de cassation ne s'occupe pas de l'affaire. Elle va s'occuper simplement de vérifier que les juges en France ont bien fait leur taf. Et lorsque la Cour de cassation voit que ça n'est pas le cas, que la Cour de cassation, que la Cour d'appel et que le tribunal judiciaire ont mal fait leur travail, à ce moment-là, la Cour de cassation peut très bien casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel, dire « Écoutez, vous avez mal jugé. Effectivement, le demandeur au pourvoi est légitime de voir un nouveau procès avoir lieu. » À ce moment-là, la Cour de cassation renvoie devant une autre cour d'appel, c'est-à-dire, par exemple, si on était devant la cour d'appel de Rennes qui rend un arrêt qui est mauvais, la Cour de cassation va donner ses petits conseils dans son arrêt et va renvoyer devant la cour d'appel, par exemple, de Nantes, pas devant la même. À ce moment-là, si jamais on est encore débouté devant la cour d'appel de Nantes, on peut encore se pourvoir en cassation, qui peut encore renvoyer l'arrêt à une autre cour d'appel. Dans tous les cas, ça c'est si on casse le jugement de la cour d'appel. Et en réalité, c'est assez rare que les juges du fond aient mal jugé. Mais sinon, la Cour de cassation peut très bien débouter le demandeur au pourvoi, dire « Monsieur, madame », ou dire un groupe et au pourvoi en cassation, très bien dire
non, finalement, votre demande n'est pas légitime, les juges du fond ont bien jugé, donc maintenant, la justice pour vous, pour cette affaire, a pris fin. Et finalement, après la Cour de cassation, on n'a plus aucun degré de juridiction en France. La Cour de cassation, c'est vraiment la Cour suprême. Le seul recours encore possible, ça pourrait être de se présenter devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, et dire « j'ai été par la France lésée dans mes droits fondamentaux », ce qui a peu de chances d'aboutir, et ce qui, en plus de ça, est une procédure particulièrement lourde et longue. Il faut surtout retenir ces 3 degrés-ci, et bien assimiler que les arrêts qui sont rendus et qui sont donnés à analyser viennent de la Cour d'appel, et très souvent même plus de la Cour de cassation. C'est plus intéressant parce qu'on aura à analyser la procédure du premier degré, du deuxième, et analyser aussi la décision de la Cour de cassation. Est-ce un rejet ou alors est-ce une cassation d'arrêt? La procédure justement, à proprement parler, là c'est une étape importante. La procédure, d'abord on va parler du premier degré de juridiction. On va devoir indiquer est-ce qu'on se trouve en présence d'une décision d'abord rendue par un TGI, un TI ou alors le tribunal judiciaire. On va devoir indiquer qui est le demandeur, qui est le défendeur. On n'oublie pas que quand on a un arrêt, très souvent, on va avoir des termes du genre Monsieur X, Monsieur Y, et c'est vrai que très vite, il va falloir poser que Monsieur X est par exemple le demandeur, Monsieur Y c'est le défendeur, et ne plus qu'utiliser après ces termes juridiques. Oublier les lettres qui vont plus embrouiller l'esprit qu'autre chose du correcteur. On se concentre sur des termes juridiques. En plus, c'est ce qu'il faut, c'est valoriser. Continuer à garder les lettres, c'est franchement prendre des risques pour 7 mois. Dès cette étape, je mets le sens du jugement. Qu'est-ce qu'a dit le premier degré de juridiction? Qui est condamné, qui ne l'est pas? Il se peut, et c'est très important de bien comprendre ça, qu'on peut en fait ne pas avoir dans l'arrêt quelque chose de très explicite sur qui est le demandeur, qui est le défendeur, et parfois on n'indiquera pas du tout dans l'arrêt le sens du jugement. Toutefois, s'il y est, il faut effectivement bien le détecter, sinon c'est des points en moins, mais s'il n'y est pas, n'allez pas l'inventer. Il n'y a pas de point dessus, forcément, il n'y en a pas. Donc on peut faire parfois des suppositions. Certains vous diront que c'est bien effectivement de mettre on suppose que, d'autres vous diront on n'a pas l'information, on met rien du tout. Moi personnellement je mettais rien, je prenais pas le risque de mettre on suppose que. De toute façon ça ne rapporte pas de points vu que ça n'est pas au barème. Et ensuite on enchaîne avec le deuxième degré de juridiction, la cour d'appel. Et à ce stade, dans l'étape de la procédure, moi je mettais vraiment que qui était l'appelant et qui était l'intimé. Je n'allais pas plus loin, je parlais de rien d'autre pour la cour d'appel, parce que le reste vient dans la 4e étape, qui est la thèse, même les thèses au pluriel. Parce qu'on a celle de la cour d'appel et ensuite j'enchaînais avec celle du demandeur au pourvoi. J'aimais bien faire cette sorte de double étape parce que ça permet vraiment de mettre en avant l'opposition entre la thèse du demandeur au pourvoi qui justement va critiquer, trouver les limites de celle de la cour d'appel, dire oui la cour d'appel a mal jugé en ce sens, la cour d'appel a violé tel article, ou alors elle a mal jugé au sens de l'article au visa 2, et la thèse de la cour d'appel, c'est vrai que c'est des bribes d'informations à retrouver à droite à gauche. On peut retrouver le sens, la thèse de la cour d'appel dans par exemple le pourvoi du demandeur, ou alors on peut retrouver aussi des éléments de la cour d'appel dans la décision de la cour de cassation qui va reprendre par exemple les moyens employés. Dans tous les cas, c'est un peu une chasse au trésor, cette thèse de la cour d'appel, et moi j'utilisais toujours des surligneurs pour bien repérer les passages dans l'arrêt qui étaient consacrés à cette étape. Et puis celle du demandeur au pourvoi avec laquelle on enchaîne, où on va en fait, le demandeur au pourvoi c'est celui qui est débouté par la cour d'appel. Donc forcément, il va venir la critiquer, etc. Et donc mettre les deux, d'abord cour d'appel puis ensuite demandeur au pourvoi, je trouvais ça vraiment, pour le coup, logique. Une fois que la thèse est exposée, on enchaîne avec le problème de droit. Et donc le problème de droit, c'est quelque chose comme le thème que je me gardais pour la fin. Je préférais voir quel était le sens de la décision de la Cour de cassation pour être bien sûr que j'étais dans le thème. C'est vrai que c'est une étape, encore une fois, pas simple, ni être trop général, ni être trop précis. C'est ça la clé de la réussite. Ce qu'on m'avait conseillé, c'était de poser tous les mots importants de la... Donc pour le problème, c'est encore une étape complexe que personnellement je faisais tout comme le thème à la fin. Ce qu'on m'avait conseillé de faire pour être ni trop général ni trop précis encore une fois, c'était vraiment de poser tous les mots importants qui revenaient dans l'arrêt et de trouver une question qui gravitait autour de tous ces mots. Alors, on va essayer au possible de faire une question, une problématique.
mais il se peut aussi qu'il y ait plusieurs problèmes. Généralement on s'arrête à 2 ou 3 en première année de droit, grand maximum, et très souvent d'ailleurs il n'y en a qu'un seul. Donc on essaye au possible de résumer. Toutefois, contrairement au thème, on va quand même être plus précis, on va plus rentrer dans le détail. Une problématique peut être assez longue, elle fait en général 2 à 3 lignes, surtout au deuxième semestre. Mais là encore ça demande de l'entraînement et puis voir un petit peu comment ça marche dans l'application, qu'on verra juste après. Je vous donnerai des idées de toute façon. Et puis pour la dernière étape, c'est la décision de la Cour de cassation. C'est l'étape la plus importante selon moi, où vous allez devoir vraiment expliciter eh bien, le raisonnement de la Cour de cassation. Et puis une fois qu'on a posé le raisonnement avec la reprise des articles, on va pouvoir clôturer le sujet avec eh bien, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, ou alors a rejeté le pourvoi, ou alors a cassé partiellement. Et c'est comme ça que moi personnellement j'opère. Donc c'est 6 étapes fondamentales qu'on va forcément devoir retrouver. C'est vrai que ça paraît un petit peu abstrait vu comme ça. Personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec la simple explication des étapes. Ce qui aide énormément, c'est de voir comment ça marche en pratique, et on va voir ça tout de suite. Pour l'analyse d'arrêt, j'ai choisi qu'on s'intéresse à celui-ci, qui est un arrêt de la Cour de cassation, rendu par la première chambre civile, comme on peut le voir, et on nous demande bien d'en faire une analyse. Donc, avant de commencer, moi ce que je faisais toujours, c'était de lire une première fois, et donc je vous invite à le faire dès maintenant. Mettez la vidéo en pause si vous voulez. Une fois la première lecture faite, je m'arme de plusieurs outils, notamment de surligneurs. Alors chacun correspond à quelque chose de très précis, ils ont chacun un rôle et même un stylo rouge. Avec le orange, je vais commencer par surligner les dates. En rose, ce sera les arguments de la Cour d'appel. En vert, je mettais la décision de la Cour de cassation. En jaune, je mettais les faits. En violet, je soulignais les articles du Code civil ou alors de la CEDH par exemple. Et en rouge, je soulignais le pourvoi, ce que reprochait le pourvoi à la Cour d'appel. Donc on va voir comment ça rend en application. Je commence toujours avec le surligneur orange et je vais repérer toutes les dates que je vais souligner. Donc j'ai souligné les 2 dates qui apparaissent dans ce texte. Souvent il y en a beaucoup plus, et mon astuce première, même si vous n'avez que 2 dates, faites une frise chronologique. Ça va permettre de repérer vers quelle juridiction on est et à quel moment on l'est aussi. Et ça permet vraiment de contextualiser et de voir les éléments qu'on a et ceux qu'on n'a pas. Une fois les dates repérées avec le surligneur orange, on va pouvoir les poser sur une frise chronologique. On va mettre la plus ancienne en premier parmi toutes celles du texte. Et ici c'est le 7 avril 1983, date de naissance de la fillette. Et le 1er octobre 1986, on sait que la première chambre de la Cour de cassation, la première chambre civile, rend son arrêt. Suite à la lecture du premier paragraphe, on a pu recontextualiser sur la frise chronologique les événements suivants. On ne disposait en date que de la naissance de la fillette, le 7 avril 1983, et le 1er octobre 1986, on sait que la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt. Entre-temps, aucune date n'est indiquée, mais on sait que l'officier de l'état civil refuse le premier prénom, donc ça c'est Fleur de Marie qui est refusée, parce que certes c'est un petit peu original, ça surprend. Ensuite, il est indiqué que les époux, les parents de la jeune fille qui ont vu le prénom être refusé par l'officier de l'état civil vont faire une requête devant le tribunal de grande instance pour qu'on accepte effectivement ce prénom et faire admettre que l'officier de l'état civil n'avait pas à le refuser. Puis ensuite, la cour d'appel, il est indiqué qu'elle rejette la requête des parents et qu'elle confirme le jugement. Donc là, on n'a pas la décision du TGI notée telle quelle dans l'arrêt, mais comme la cour d'appel rend un arrêt confirmatif, elle confirme ce qu'a déjà dit la première instance. Donc les deux juridictions, les juges du fond ont à chaque fois effectivement confirmé que le prénom ne devait pas être accepté. Cette frise chronologique, c'est un outil vraiment essentiel qui m'a énormément aidé personnellement. Vous voyez que même si vous avez à la base que peu d'éléments pour faire une frise, en réalité ça permet vraiment de vous repérer et d'organiser votre travail. À ce stade de brouillon, personnellement, je mettais même parfois des éléments de la cour d'appel
Je mettais aussi la décision de la Cour de cassation. Mon début de frise est posé. Maintenant, je vais vraiment passer à la phase de repérage pour voir ce qu'on a à analyser. J'utilisais un rose plus clair pour la décision du TGI. Donc en fait ici, c'est assez simple à repérer. En général, c'est au début de l'arrêt. On voit que, attendu que Madame Marie-Patrice Y, épouse de Monsieur Gérard X, a mis au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin, que les époux, donc le couple, avaient choisi de prénommer leur fille Fleur de Marie, Armine, Angèle, mais que l'officier de l'état civil, après en avoir référé au procureur de la République, a refusé de recevoir le premier de ces 3 prénoms. Que les époux X ont présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire admettre, on le voit ici, comme prénom le vocable qu'avait refusé l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le premier prénom, Fleur de Marie. Ensuite, pour la cour d'appel, j'utilise un rose plus foncé. Que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette requête. On sait qu'un arrêt c'est rendu forcément par la cour d'appel. Donc l'arrêt a confirmé le jugement rendu et en confirmant et en allant dans le même sens finalement que le jugement rendu, elle a rejeté cette requête. Donc les deux ont rejeté la requête des parents de voir ce prénom finalement être accepté. Toutefois, on ne s'arrête pas là pour la cour d'appel. Souvent, pour la première instance, on va seulement avoir quelque chose de très rapide, mais la cour d'appel, on peut retrouver des éléments, comme je l'avais indiqué dans l'explication des grandes étapes, à la fois dans le pourvoi, mais aussi dans la reprise des arguments de la cour de cassation. Donc, on va vraiment avoir un regard très attentif dès qu'on parle de l'arrêt ou alors des moyens repris. On va vraiment être très attentif. Je vais repérer ça en rose et on revient dessus juste après. L'argumentation de la cour d'appel est en rose. On voit que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête d'accepter le prénom Fleur de Marie, que la cour d'appel a refusé d'admettre comme prénom celui d'une héroïne célèbre de la littérature française, mais on voit aussi que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Elle énonce, la cour d'appel, que dans l'exercice de son pouvoir souverain, en raison de sa trop grande fantaisie et de son originalité, le prénom choisi serait bien celui d'une héroïne, d'une œuvre littéraire célèbre, qui risque de nuire à l'intérêt de l'enfant. Et donc, tous ces éléments-là sont ceux de la cour d'appel. Jaune, je repère les faits. On voit bien qu'il s'agit d'un couple, Marie-Patrice Y, épouse de Monsieur Gérard X, qui a mis au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin, donc une petite fillette, et que les époux avaient choisi plusieurs prénoms pour cette fillette, dont le fameux prénom problématique Fleur de Marie. Ensuite, la seule chose que je souligne en vert qui correspond pour moi à la Cour de cassation, c'est la décision finale. J'y jette toujours un coup d'œil au tout début de mon brouillon. Je vois si c'est un arrêt de cassation ou de rejet. Ici, on rejette le pourvoi, donc on sait à l'avance que les demandeurs au pourvoi n'obtiendront pas gain de cause, ce qui permet quand même de pas mal se repérer dans le travail. Et puis, dernière étape, en violet, personnellement, je soulignais les articles du code civil ou alors des autres codes utilisés pour repérer la loi. Et j'utilisais un stylo rouge pour bien souligner le pourvoi, c'est-à-dire souligner quels articles étaient selon le pourvoi problématiques, lesquels avaient été violés ou alors mal appliqués, mal jugés, etc. Donc voilà mon pourvoi à chaque fois souligné en rouge avec les différents éléments. Les demandeurs au pourvoi, c'est-à-dire le couple, ont reproché ça, ça, ça et ça à la cour d'appel. Et j'attire votre attention tout particulièrement sur ce genre de présentations qui peuvent porter à confusion. Ici, on a d'abord le pourvoi, comme on le voit, qui est souligné en rouge, et on enchaîne ensuite avec « mais attendu que l'action », etc. En fait, ici, c'est la réponse directement de la Cour de cassation. Certains arrêts pourront se présenter différemment, mais ici, en fait, on a un enchaînement. Et ce « mais attendu » doit particulièrement vous interpeller. Là, vous savez qu'en fait, ça va être la décision de la Cour de cassation qui est rendue ici. On a exactement pareil juste après. Mais attendu. Ici, pareil. Réponse de la Cour de cassation. Tac. Et puis, on a encore ici un mais attendu. Réponse
de la Cour de cassation. Là, là, là et là, ce sont les éléments du pourvoi. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué au début de réussir à cerner ce qui fait partie du pourvoi, ce qui fait partie de l'argumentation de la Cour d'appel, ce qui fait partie des arguments de la Cour de cassation, mais c'est ces petits connecteurs logiques qui doivent tout particulièrement vous interpeller. Au contraire, le attendu, c'est plutôt un élément du pourvoi en général. Attendu, attendu, et ici on voit aussi attendu. De pair, pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation a opéré tout un contrôle au préalable et a tiré ses conclusions. Elle a analysé le pourvoi et elle va dire le moyen n'est pas fondé par exemple. Donc, déjà, cette partie du pourvoi saute selon la Cour de cassation. Il n'est pas valable. Ensuite, qu'est-ce que dit la Cour de cassation? Que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut pas être accueillie. Ensuite, on analyse le second moyen pris en sa deuxième, troisième et quatrième branche. Et là, la Cour de cassation dit, pareil, que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches. Et donc, par ces motifs, elle va finalement rejeter le pourvoi du couple. Une fois ce brouillon, ma foi, bien coloré fait, on va pouvoir passer à la rédaction. Et on va continuer à être bien vigilant. On s'aide aussi avec la frise chronologique qu'on a dressée et on passe à la rédaction sans plus attendre. Comme je vous le disais dans les grandes étapes, la première c'est de faire une exposition du thème. Le thème, on l'introduit avec la phrase « l'arrêt est relatif à » et comme je vous l'ai déjà indiqué, personnellement c'est une étape que je me réserve pour la fin parce qu'à ce stade j'ai pas encore assez de visibilité sur les propos de l'arrêt, donc on skip cette étape pour l'instant. Et on met 3 gros points de suspension pour se rappeler qu'on devra revenir dessus à la fin. Deuxième étape, les faits. Alors les faits ils sont assez courts dans cet arrêt, donc du coup on peut les résumer en 2 petites lignes. Une petite fille née le 7 avril 1983. Les parents de l'enfant choisissent de la prénommer Fleur de Marie, Armine Angèle, et on enchaîne avec la procédure. Pour la procédure, voilà comment j'ai présenté le tout. L'officier de l'état civil, après avoir averti le procureur de la République, refuse d'inscrire le premier prénom de l'enfant, à savoir Fleur de Marie. Vient le TGI, donc la première instance. Cependant, les parents souhaitent pouvoir attribuer ce prénom à leur fille. Ils s'acharnent, ils veulent la nommer Fleur de Marie. Donc, ils présentent une requête au tribunal de grande instance, le premier degré de juridiction, en ce sens. Et donc là, on enchaîne et on indique le sens du jugement. Eh bien, les premiers juges ont débouté les parents de leur demande. Ils ont refusé qu'on revienne sur la décision de l'officier d'état civil, et donc la fille ne pourra pas s'appeler Fleur de Marie. On enchaîne ensuite avec la cour d'appel. On ne met pas le sens de l'arrêt. À ce stade, on met seulement dans la procédure qui est l'appelant et qui est l'intimé si on a. Alors, on dispose des informations suivantes. Un appel est alors interjeté. Là, on fait une supposition, probablement par les parents. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Vous avez le choix de le mettre ou de ne pas le mettre. Ici, ça paraît quand même plutôt évident. Et donc, la décision des premiers juges leur a été défavorable. Donc, on imagine que c'est bien eux qui demandent un recours. Je précise que si, à ce stade, vous avez dans votre arrêt des dates, c'est-à-dire les dates où le jugement est rendu ou où la cour d'appel rend son arrêt, indiquez-les à ce moment-là. Ici, on ne les a pas, donc on ne les met pas. C'est le moment de présenter les thèses, d'abord celle de la cour d'appel. C'est là que va intervenir toutes nos couleurs dans l'arrêt qui vont pas mal nous servir. On voit que c'est en rose qu'on avait mis toutes les décisions de la cour d'appel. En général, il y a une décision vraiment générale. En l'espèce, c'est vraiment cette phrase-ci qui paraît être le pilier, le socle de la décision, à savoir, on a un arrêt confirmatif. Donc, l'arrêt, pour résumer, a rejeté la demande des parents. Donc, l'arrêt a effectivement confirmé que ce prénom n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Ensuite, j'inscris aussi ce que je sais d'autre sur la cour d'appel, sur sa position, sur ce qu'elle retient. C'est ça ma thèse, c'est tout ce que j'ai mis en rose foncé. Je l'inscris tout de suite. Donc, à partir de mon repérage en couleur, j'ai retenu les éléments les plus importants.
Je décide de garder cette partie pour exposer le raisonnement de la Cour de cassation. J'ai inscrit finalement pour la thèse de la Cour d'appel rend un arrêt confirmatif. Le prénom Fleur de Marie ne peut pas être admis selon la Cour, qui retient qu'attribuer un prénom d'héroïne célèbre de la littérature française risquerait de nuire à l'intérêt de l'enfant. On enchaîne maintenant avec la thèse du pourvoi. Souvenez-vous, mon pourvoi, c'est tout ce que j'ai souligné en rouge. En gros, c'est l'argumentation des parents pour prouver devant la Cour de cassation qu'effectivement, les juridictions précédentes ont mal appliqué le droit. Ils sont obligés de se baser sur cette argumentation, sur le fait que les juges du fond aient mal jugé pour pouvoir espérer que leur fille porte le prénom Fleur de Marie. Pour ça, ils ont cherché les articles qui auraient pu être mal appliqués, ce qui aurait pu être violé par les juridictions précédentes. Et donc on relève, avec tous ces attendus, que d'abord la Cour aurait violé le principe de contradiction, qu'elle aurait ensuite, on voit bien violer les articles 8, 9, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la loi du 11 germinal en 11. Ensuite, on voit qu'elle aurait aussi violé les dispositions de la loi du 11 germinal en 11 en faisant tatati tatata, et elle n'aurait aussi pas donné de base légale à sa décision, en écartant le prénom Fleur de Marie sans dire en quoi il était ridicule. Donc tout ça, on va devoir recopier l'argumentation des parents pour pouvoir espérer voir ce prénom enfin être attribué à leur fillette. Mais avant de poser l'argumentation du pourvoi, on va devoir repérer en combien de moyens et de branches il est formé. On voit déjà ici l'indication sur le premier moyen, puis on voit sur le second moyen. Second, si on connaît bien son français, on sait que second, ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième, sinon on aurait dit deuxième. Donc second, ça veut dire que dans tous les cas, on n'aura que 2 moyens. Ça, c'est clair et net. Ensuite, pour le nombre de branches, c'est plus complexe. Déjà, un moyen, on sait bien que c'est une argumentation. Et donc là, on déploie un deuxième moyen qui va s'articuler et qui va se diviser lui-même en plusieurs branches. Bon, on voit bien que sur le second moyen, ici c'est pris en sa première branche, on développe la première branche. Ici, c'est sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches. On développe, on développe, on développe. Sauf que, ici on nous dit quatrième branche, mais aucune indication ne nous dit en réalité que c'est bien la dernière. L'arrêt n'a pu rapporter que certaines branches, et non pas l'intégralité. Donc, pour être vraiment vigilant, on peut indiquer que le pourvoi est fondé sur 2 moyens, ça on en est sûr, dont le second est divisé en au moins 4 branches. Donc voilà ma première thèse recopiée, celle de la Cour d'appel, puis la phrase d'introduction pour le pourvoi est aussi posée. On n'oublie pas d'indiquer quand on a à disposition l'information, ceux qui ont demandé le pourvoi. Ici c'est les parents. Un pourvoi en cassation est formé par les parents et on enchaîne avec la phrase d'introduction. Et maintenant on va développer le pourvoi. C'est une partie vraiment importante. Le plus gros piège à ce stade, c'est de faire de la paraphrase, c'est-à-dire reprendre le pourvoi tel qu'il est écrit dans le texte et ne pas le reformuler. Ce qu'il faut faire, c'est non seulement qu'il faut reformuler, certes, mais surtout faire un travail de synthèse. Synthétiser le texte et ne surtout pas le recopier tel quel. C'est là où on perd beaucoup de points et c'est le plus gros écueil dans la fiche d'arrêt. Il faut également faire bien attention à cette problématique lors de l'étape numéro 6, c'est-à-dire lors de l'exposition de l'argumentation de la Cour de cassation. Il faut aussi reformuler, réduire au maximum et bien analyser. Faire un lien entre l'arrêt et les règles de droit, le pourvoi. Il faut vraiment apporter un regard extérieur. Et donc, on va voir comment ça s'applique. Ici, le premier moyen est très court, donc on va pouvoir le reformuler, mais il va beaucoup ressembler dans notre rédaction à celui qui est posé juste ici. Pour le deuxième, c'est à peu près pareil. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tellement plus synthétiser, parce qu'on a déjà quelque chose de très court. On va indiquer que les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'appel d'avoir restreint leur choix en ce qui concerne l'attribution du prénom de leur enfant sur le fondement de la loi du 11 germinal en 11 ou de son propre chef. La Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour la troisième branche, on va dire que le pourvoi reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions, qui faisaient valoir que les prénoms séparés par la préposition de étaient effectivement fréquents. Et ensuite, selon la quatrième branche, on dira que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en écartant le prénom que les parents souhaitaient attribuer à leur enfant, sans en justifier le caractère ridicule. Alors voilà ce qu'on obtient pour la thèse du pourvoi. Un pourvoi en cassation est formé par les parents. Le pourvoi est fondé sur 2 moyens, dont le second est divisé en au moins 4 branches. Selon le premier moyen, le pourvoi fait valoir que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction. Les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sans que les conclusions du ministère public leur aient été signifiées. Selon la première branche du deuxième moyen, les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir restreint leur choix en ce qui concerne l'attribution du prénom de leur enfant, sur le fondement de la loi du 11 germinal en 11 de son propre chef. La cour d'appel aurait violé les articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la deuxième branche du deuxième moyen, le pourvoi fait valoir que le prénom Fleur de Marie est celui d'une héroïne de la littérature et que la cour d'appel aurait violé la loi du 11 germinal en 11 en refusant d'inscrire ce prénom. Ensuite, selon la troisième branche, le pourvoi reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions, qui faisait valoir que les prénoms séparés par la préposition de étaient fréquents. Selon la quatrième branche, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en écartant le prénom que les parents souhaitaient attribuer à leur enfant sans en justifier le caractère ridicule. L'exposition des thèses est terminée. Maintenant, on va s'attaquer au problème. En réalité, c'est une étape, tout comme le thème, je l'avais annoncé que je mets de côté pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'attends d'avoir d'abord le développement de la Cour de cassation pour voir ce qui pose réellement problème. En fait, la problématique, ça va être répondre à la question qu'est-ce que la Cour de cassation a apporté comme décision, par rapport à quoi, est-ce nouveau, etc. Donc la problématique, vraiment, pour l'instant, on la met tout comme le thème de côté et on enchaîne avec l'argumentation de la Cour de cassation. Pareil que pour la thèse du demandeur au pourvoi, ici on va devoir faire une petite phrase d'introduction pour présenter en gros la date où la Cour de cassation a rendu son arrêt et dire si c'est un arrêt de rejet, un arrêt de cassation ou un arrêt de cassation partielle. On indique également si on l'a la chambre qui a rendu l'arrêt. En l'espèce, ici c'est la première chambre civile de la Cour de cassation qui rend un arrêt de rejet le 1er octobre 1983. Maintenant, on va devoir rechercher les motifs. Et c'est une étape que je trouve assez difficile. Certes, on a dans le texte la réponse de la Cour de cassation qui nous est donnée, on sait ce qu'elle va afficher, toutefois, surtout pas de paraphrase. Ça, c'est un écueil qui, comme pour le rapport des thèses, n'est vraiment pas satisfaisant. Il va falloir reformuler, synthétiser et analyser. Donc en gros, on va devoir faire un lien entre ce qu'a dit la cour d'appel et le pourvoi et voir les limites. Est-ce que la cour d'appel a bien jugé au vu de ce que reproche le pourvoi ? La cour de cassation nous donne bien sa réponse dans le texte et nous, on va devoir faire des liens, synthétiser. Comment ça marche ? On va voir ça maintenant. Prenons un exemple. Ici, on a bien vu qu'on avait d'abord l'argumentation du pourvoi avec le attendu, puis directement après le mais attendu, c'est-à-dire la réponse de la Cour de cassation. Notre but, ça va être de synthétiser cette partie-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire l'action par laquelle les parents demandent au tribunal de grande instance d'ordonner l'inscription d'un prénom sur les registres de l'état civil relève de la matière gracieuse. Et les conclusions du ministère public n'ont alors pas à être signifiées aux époux, d'autant qu'elles ont été développées pendant les débats. On voit bien, grâce à cette réponse, on a effectivement opposé les deux argumentations. Ici, la Cour de cassation dit que le moyen n'est pas fondé, et elle va expliquer pourquoi il n'est pas fondé, en se basant sur les demandes du pourvoi. Et en fait, la réponse de la Cour de cassation, c'est un enchaînement de réponses
aux différentes parties du pourvoi, aux moyens et aux branches qui les composent parfois. Pareil ici. Pour synthétiser cette partie-ci, on peut dire que la Cour de cassation estime ensuite que l'article 1er de la loi du 11 germinal en 11 n'est pas contraire aux articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui posent les principes relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations entre les individus. Et enfin, pour la dernière partie, on peut dire, pour résumer, enfin la Cour de cassation retient que l'appréciation d'un prénom est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en estimant que le prénom Fleur de Marie était trop original et fantaisiste et que, même si ce prénom est porté par une héroïne célèbre de la littérature, celui-ci risque de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant. Du coup, voici l'argumentation de la Cour de cassation posée. D'abord, la petite phrase introductive. La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 1er octobre 1983 au motif suivant. L'action par laquelle les parents demandent au tribunal de grande instance d'ordonner l'inscription d'un prénom sur les registres de l'état civil relève de la matière gracieuse et que les conclusions du ministère public n'ont alors pas à être signifiées aux époux, d'autant qu'elles ont été développées pendant les débats. La Cour de cassation ensuite estime que l'article 1er de la loi du 11 germinal en 11 n'est pas contraire aux articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui posent les principes relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations entre les individus. Enfin, la Cour de cassation retient que l'appréciation du prénom est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en estimant que le prénom Fleur de Marie était trop original et fantaisiste et que, même si ce prénom est porté par une héroïne célèbre de la littérature, celui-ci risque de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant. On est arrivé à la dernière étape de l'analyse d'arrêt, mais on n'oublie pas à ce stade qu'on n'a pas posé ni la problématique, ni le thème. Donc si vous avez fait comme moi, surtout à la fin, vous n'oubliez pas ces deux étapes. Maintenant qu'on a un regard clair sur l'analyse, on va pouvoir poser qu'ici, l'arrêt est relatif aux règles applicables à la détermination du prénom lors de la naissance d'un enfant. Comme vous l'observez, ce thème n'est ni trop général ni trop précis. Par exemple, on n'est pas trop rentré dans les détails en n'indiquant pas de quel prénom il s'agissait. Je vous le rappelle, le thème il peut devoir s'appliquer en fait à plusieurs arrêts du même registre. Donc indiquer un prénom très spécifique risquerait d'altérer cette caractéristique-ci. Et en plus de ça, on n'a pas fait quelque chose non plus de trop général parce qu'on a parlé de la détermination d'un prénom au moment de la naissance. Et des règles applicables à celui-ci, parce qu'on voit bien qu'il y a un conflit dans est-ce que ce prénom porterait atteinte ou non à l'intérêt de l'enfant. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est 1 à 2 lignes, voilà, le thème. Voilà, faut pas trop s'étaler non plus. La problématique, on peut se permettre d'être un petit peu plus précis. Et moi j'ai décidé de choisir quelles sont les conditions permettant de refuser l'attribution d'un prénom choisi par les parents à la naissance d'un enfant. Comme on le voit, on ne peut pas vraiment faire une problématique sans d'abord avoir posé l'argumentation de la Cour de cassation, parce qu'en réalité, la problématique, c'est le problème auquel doit répondre la Cour de cassation. Donc, faites toujours les choses bien dans l'ordre, et puis pour la trouver, je vous avais dit, posez un maximum les mots importants, les thèmes qui reviennent au sein de l'arrêt, et puis ensuite essayer de graviter, trouver une problématique qui va autour de tout ça. On voit bien qu'ici effectivement on a un refus par l'officier de l'état civil pour un prénom au moment de la naissance, et donc voilà, tout ça, ça donne la problématique, quelles sont les conditions permettant de refuser l'attribution d'un prénom choisi par les parents à la naissance d'un enfant. Et donc c'était tout pour cette vidéo sur la méthodologie de la fiche d'arrêt. On a d'abord présenté les grandes étapes et on a fait ensuite une application à l'espèce. Je vous encourage maintenant à bien vous entraîner. Comme vous l'avez vu, c'est quand même assez technique. Il faut vraiment s'habituer et faire rentrer la méthodologie dans sa tête et savoir bien l'appliquer. Mais c'est des mécanismes qui au bout d'un moment commencent vraiment à être bien acquis. Pour ça, on utilise surtout lors de son brouillon une petite frise chronologique pour se repérer. Inutile de se lancer directement dans la rédaction sans être passé par l'étape
de repérage qui est très importante. Et enfin, on termine par la rédaction, comme ce qu'on a fait avec les 6 grandes étapes. Thème, fait, procédure, on expose les thèses et on termine avec le problème et la réponse de la Cour de cassation. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne compréhension de la méthodologie.